Bonsoir. Les journées nationales des États généraux de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, ont été ouvertes hier, 11 avril 2022. Allons-nous résolument vers une nouvelle école ivoirienne? Eh bien, on va en débattre tout à l'heure. Et toujours dans le domaine de l'éducation et de la formation, nous parlerons de l'enseignement technique en deuxième partie d'émission. À cet effet, notre invité, l'invité du talk, M. Kofi N'Guessan. Il est ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Analyse pertinente et débat constructif. C'est ce qu'il faut retenir de l'actualité. C'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oui, nous sommes mardi et c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes à nouveau chez vous à la maison. Merci de nous accueillir chez vous à la maison, dans vos cœurs et partout dans le monde. Vous nous regardez, vous nous suivez à travers donc, nos pages des réseaux sociaux, mais également à travers votre écran, qu'il soit petit ou grand, parce que de plus en plus, ils sont grands ces écrans-là. On est très heureux de vous savoir à nos côtés également. Et l'équipe qui m'accompagne ce soir, elle est composée de monsieur André Bois. Bonsoir André. Bonsoir Brice, bonsoir à vous tous. Merci encore une fois, comme l'a dit Brice, de nous être fidèles, de nous soutenir. C'est le temps du jour de l'animateur, ça, quand même. Hein, parce que fait de l'animation. Merci d'être en notre compagnie. Rihanna Si, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien. Et toi? Très bien, je vais très bien. La rumeur dit que vous avez de moi certains secrets. Et j'entends bien que vous les gardiez secrets. Je resterai en tout cas discrète, jusqu'à ce que tu me pousses à... C'est vrai. Ouais. Chantage affectif, mais je comprends. Madame Bleu est en rouge ce soir. Ah bon, je pensais que tu avais arrêté de faire ça. Rouge non. Au regard de la demande croissante, je me suis dit, bon, écoute, mais vous êtes en rouge. Oui, je suis en rouge. Comment allez-vous, Madame Bleu? Très bien, et toi-même? Ça va très bien. L'équipe est au grand complet. Eliane Lago réalise ce numéro du Live Talk et tous les autres que vous avez pu suivre depuis, certainement tous les prochains également. Elle se joint à moi pour vous dire, tiens, les choses vont commencer. Voici notre petit débat. Je vous le disais, les journées nationales des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été ouvertes ce 11 avril, c'était hier, lundi. Sommes-nous assurés du renouveau de l'école ivoirienne? L'ouverture donc s'est déroulée, j'y arrive, au Sofitel Abidjan Plateau. Cocody, vous voulez dire? Pardon? Sofitel Abidjan Cocody. Comment vous dites ça, André? Est-ce que vous dites Abidjan Plateau? Non, Cocody, oui. C'est Cocody. Abidjan Cocody. Pourquoi j'ai dit plateau, moi? Je sais pas, je pensais au plateau. J'y étais cet après-midi. Présentation donc pendant 3 jours, les 11, 12 et 13 avril, donc du résultat de l'ensemble des travaux afin donc de recueillir les recommandations. Particularité, c'est un document de 18 000 pages qui devrait être dépouillé durant ces 3 jours. Question, vers quoi allons-nous, André? Vers quoi? Bon, je ne pense pas que ce soit une question qui doit se poser maintenant. Simplement parce que, justement, on a 18 000 pages. Et, c'est énorme. Hein. Voilà, on vient à peine de débuter, de feuilleter ces pages, donc on n'en sait pas grand-chose. Mais une chose est sûre... Mais qu'est-ce qu'on est censé trouver dans ces 18 000 pages? Très bien, ça, c'est une question... Qu'il faut se poser à laquelle on des questions ce soir. On peut répondre. Simplement parce qu'il faut repartir à la méthodologie. Oui. C'est-à-dire que les États généraux, là... ont été donc organisés de sorte à faire intervenir ou à rendre inclusif l'ensemble donc des débats avec la participation de tout le corps social, donc depuis les régions du pays. Donc tout a commencé, c'est vrai, à Abidjan avec le lancement officiel. Après, il y a eu un déploiement sur l'ensemble du pays. Les différentes régions ont contribué et on n'oublie pas Internet. Une page a été ouverte sur Internet pour permettre justement aux contributions. Donc, tous les corps constitués ont participé, la société civile, etc. Donc, on réalise un document qui va être maintenant dépouillé lors de ces 3 jours-là et sortir peut-être une matrice, si vous voulez, nationale. C'est pour ça qu'on parle de journée nationale. Qui dépouille ces... Mais quand même, on parle de 18 000 pages. C'est vrai qu'on en parle comme ça, comme si c'était énorme. Mais je pense que ça illustre quand même l'inclusion qu'il y a eu
au cours de ces états généraux. Ou l'ampleur des travaux. L'ampleur des travaux, et puis finalement, quand André... L'engouement, mais surtout l'inclusion, je vais rester sur ce mot, parce que quand André nous dit qu'on a eu déjà le Grand Abidjan, on a eu également l'intérieur du pays, on a eu cette plateforme qui a pu permettre à d'autres acteurs qui n'en avaient peut-être pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. 18 000 pages qui vont résumer, je l'entends, les réalités de l'éducation nationale aujourd'hui et éventuellement ce qu'attendent tous les acteurs pour pouvoir avoir en tout cas une vue assez large du chantier qu'on entame, sur lequel on est. Donc 18 000 pages finalement, c'est vrai qu'à entendre comme ça paraît beaucoup, mais c'est très représentatif en tout cas de l'inclusion je pense qu'il y a encore, je pense qu'on est qu'aux prémices finalement, parce que lorsqu'on parle de toutes ces propositions qui ont été collectées au niveau des différents acteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement, de la société civile également qui a été appelée à contribution, et également les acteurs, que ce soit les enseignants, les parents et autres. Je pense qu'on est juste qu'aux prémices de ces états généraux. Et parlant de ce document de 18 000 pages, c'est clair qu'on n'aura pas tout de suite les grandes lignes des principales propositions les plus pertinentes, mais il faut savoir que au niveau des thématiques, au niveau des thématiques qui ont été soumises, on parle de politique éducative, d'inclusion, équité et genre, c'est très important, de la qualité de l'enseignement, la qualité de l'apprentissage, et je pense que ça c'est le cœur même du problème ou des chantiers à mener, de la pertinence également et l'efficacité interne et externe, la planification des situations d'urgence et de crise, la gouvernance et la gestion, et aussi la digitalisation du système éducatif qui, dans certains pays, est devenu l'un des socles de l'éducation, de l'apprentissage et de l'éducation nationale. Donc, beaucoup de chantiers, un chantier énorme à mon avis. Je ne sais pas si ces 3 jours suffiront à décortiquer et à soustraire ou à obtenir l'essence du contenu de ces 18 000 pages, on l'espère. Mais je sais qu'on part au moins pour certainement 6 mois. Alors faisons notre petit exercice ici à notre niveau. On parlait de thématiques soumises à réflexion. Notre petit exercice de dépouillage ici, nous, concernant cette thématique soumise à la réflexion du comité scientifique. Si nous étions le comité scientifique, qu'est-ce qu'on aurait retenu? Politique éducative. André, vous qui, tous les jours, êtes le grand défenseur de ces grandes orientations, de cette grande politique, cette grande vision, il faut vraiment une politique éducative en Côte d'Ivoire. Elle n'existe déjà pas. Il faut la réformer. Non, mais à quel niveau vous êtes? Il y a une politique éducative qui existe. Vous savez, la politique éducative, ça peut paraître un peu comme ça, un peu barbare, mais c'est dedans qu'il y a l'idée du collège unique, de l'école pour tous, de l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans. Enfin, voilà, on se fixe justement une politique, une vision de ce que l'éducation va être, et puis à l'intérieur, on rajoute ou on enlève des choses, etc. etc. Très bien. Mais là, ce qu'il faut comprendre justement à travers cette thématique, c'est que en plus de tout ce qu'il y a eu comme concertation nationale, comme ils appelaient ça, pour permettre à l'ensemble justement de tous les acteurs depuis sur ce plateau, les recoins d'intervenir, là les thématiques vont permettre justement d'avoir des choses beaucoup plus précises ou beaucoup plus techniques. Il faut dire les choses comme ça. C'est-à-dire, voilà, parce qu'il est bon de faire intervenir monsieur tout le monde, parce qu'on a tous une vision de l'éducation nationale, mais derrière, il y a beaucoup de choses techniques. Et donc, dans ces commissions-là qu'on a constituées, évidemment, il y a l'UNESCO, il y a la société civile, il y a tous ces corps-là qui vont permettre justement d'aborder des aspects très techniques quand même, qui relèvent, on va dire, quand même d'une certaine expertise. Donc, je pense que sans faire la litanie de l'ensemble des points, c'est ce qu'on peut retenir globalement. Alors justement, ce que je voulais dire, j'aurais choisi quelques points, je n'aurais pas fait la litanie, mais je bois. Alors ce que je voulais dire, c'est que tous ces thèmes-là, après toutes les propositions qu'on a pu recueillir dans l'ensemble du pays, pourraient donc servir de casier dans lesquels on pourrait, en termes de réflexion, structurer les en tout cas ces propositions-là. Mais ce qui est encore plus intéressant sur l'aspect de toutes ces thématiques qui sont abordées, c'est vraiment, on avait bien compris qu'il y avait quelques failles dans le système
système éducatif et qu'il fallait des états généraux pour y remédier. Mais on part au-delà de ça, parce que quand vous regardez, on parle de digitalisation du système éducatif, tu t'arrêtais dessus, mais c'est intéressant parce qu'au-delà de refonder ce système éducatif, on va mettre à jour ce système éducatif et le mettre à des normes internationales. Ça va répondre aujourd'hui à certaines optimisations, même j'ai envie de dire, de l'enseignement. Digitaliser le système éducatif, c'est fluidifier l'enseignement, c'est l'optimiser parce que j'espère qu'on pourrait avoir des cours à distance, qu'on pourrait avoir la possibilité d'avoir sa bibliothèque, en tout cas online par exemple. Donc on part au-delà du simple refondement et au-delà de seulement penser ce qui ne va pas. Et on met à jour carrément ce système pour qu'il soit aujourd'hui compétitif en tout cas. Et puis surtout au-delà même de l'aspect de la digitalisation et tout ce qui a été cité, la problématique, c'est laquelle, le constat qui a été fait, c'est que le niveau des élèves a baissé depuis de nombreuses années. On a parlé de la formation des formateurs, les enseignants, qui certainement, à mon avis, devraient faire partie des priorités dans ces états généraux de l'éducation nationale. Il faut améliorer la formation des formateurs, donc des enseignants. Je parle de tous ceux qu'on a recrutés. La formation et leur nombre. Exactement, et leur nombre, et tout ce qu'on a recruté à un moment donné au sorti de la crise post-électorale. Il y a eu des contractuels. Je crois que j'ai même reçu des personnes, des enseignants contractuels qui se plaignaient de ne pas avoir été reconduits, qui n'avaient pas touché leur prime. Bref, il y a beaucoup de difficultés, mais je pense que le plus important, à mon avis, déjà, avant de parler même des élèves, c'est la formation, l'amélioration, la qualité de l'enseignement qui est prodiguée même aux enseignants parce que ce sont eux qui sont censés éduquer nos enfants, leur transmettre les bases. Or, si les bases sont faussées, et on se retrouve avec des enfants en 6e et jusqu'à la terminale qui traînent des lacunes et ces mêmes lacunes sont transmises également plus tard lorsque eux-mêmes deviennent enseignants. Donc, la formation des enseignants. Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas pour aller dans la contradiction. Je veux dire que après, c'est un tout. C'est vrai, je comprends que je prends juste le tiroir, il n'a pas de tiroir, je prends juste le tiroir. J'ai bien compris, le centre d'intérêt peut-être pour chacun, ça peut être un des points, mais aujourd'hui c'est des choses qui sont liées, parce qu'un enseignant, il a beau être l'un des meilleurs enseignants du monde, s'il se retrouve à 70 élèves dans une classe, c'est clair que ça va être compliqué. Donc tu vois, c'est beaucoup de choses qui sont liées, et c'est là où la tâche, et comme disait Rayana à l'instant, est gigantesque. On pourra utiliser tous les mots qu'on veut, refondation, mise à jour, machin, mais en tout cas, on est face à un chantier colossal et qui va demander que l'État même revoie, on va dire, on a parlé de politique éducative, mais la question même du finance, et à quelle hauteur qu'on finance l'éducation nationale, qui est déjà le budget le plus important de l'État. Donc il y a plein d'éléments justement à lier pour donner à ces états généraux-là tout leur sens au final, parce qu'il ne faut pas que tout ça, au final, finisse dans un tiroir et Exactement. que derrière... Il faut que le ministère de l'Éducation nationale, avec le soutien du gouvernement ivoirien et du chef de l'État... Il y a eu la présence du Premier ministre. Exactement, qui était présent. Pour témoigner qu'il a exprimé dans son discours tout l'intérêt du chef de l'État, de tout le gouvernement, donc de la nation tout entière, sur cette question. Qu'ils prennent quand je dis des risques, c'est plutôt qu'il y ait une véritable volonté politique d'essayer, de tenter quelque chose de nouveau. Peut-être des expériences ou des bonnes pratiques d'enseignement qui se font ailleurs, qui ont fonctionné. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de digitalisation. Bien sûr. Je crois qu'il en parlait tout à l'heure. Exactement, parce que quand on parle de digitalisation et que tu parles également d'effectifs pléthoriques, même si on a le meilleur enseignant et qui se retrouve à enseigner 100 enfants dans une salle de classe, c'est clair qu'il ne va pas pouvoir dispenser de façon efficace son savoir. Donc la digitalisation peut aider à pallier ces effectifs pléthoriques. Moi, je pense qu'il faut quand même saluer cette initiative. Je sais qu'on l'a fait maintes fois sur ce plateau, mais j'aimerais souligner un élément, c'est que quand on voit en tout cas la constance avec laquelle ça a été mené, je parle bien des états généraux, on est encore à cette étape où on aura ce débrouillement, des recommandations, et quand je vois en tout cas le train que ça prend, on sait qu'il y aura une suite, du moins on l'espère fortement. Mais ce qu'il faut saluer, c'est vraiment le fait d'avoir compris
compris à quel point c'était important de se pencher réellement sur ce problème, parce qu'aujourd'hui, on a des tendances où on parle de leadership, on parle de développement durable de la société, etc. Et ça passe par la jeunesse. Et la jeunesse, elle se construit. Et aujourd'hui, si on a des états généraux qui viennent remédier à ces problèmes et ces failles, moi, je pense qu'il faut quand même saluer ça, parce que ça a une place vraiment importante. Bon, alors, quand on finit de dire tout ça, on a 3 jours quand même pour dépouiller 18 000 pages. C'est ce que je disais au début, ça sera colossal, et je ne suis pas sûre qu'en 3 jours on puisse le faire. Ouais. À moins qu'on évacue certains sujets de façon rapide. Oui, après on élimine des déchets. Dans ces 18 000 pages, forcément il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bruit forcément dans ces documents et dans ces propositions qui ont été faites. Bon, on l'espère. Je pense qu'on a des experts qui sont censés plancher pendant ces 3 jours sur ces documents. Faisons leur confiance. Ces commissions qui vont permettre peut-être, je sais pas le nombre de commissions. Si chacun a son nombre de pages, je ne sais pas quoi, au bout de quelques séances, jour et nuit, je pense qu'il devrait y parvenir. Mais justement, vous ouvrez aussi un débat que je souhaiterais quand même soulever, c'est vraiment peut-être, est-ce que la méthodologie finalement était celle qu'il fallait peut-être adopter, ça allait ouvrir un gros chantier qui... On peut avoir le risque de ne pas finalement atteindre des objectifs, puisqu'on aura demandé à tout le monde, mais finalement ceux qui vont trancher, vous allez voir ce que je veux dire, ceux qui vont trancher, c'est quelques experts, parce que ça va finir par ça. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'on n'aurait pas pu gagner du temps en faisant justement des concertations, justement on parle de digital, sur la page web, on s'est donné, parce que ça a été lancé il y a plus de 6 mois, ces travaux-là. Donc on n'en est pas encore sorti, donc je ne sais pas si la méthodologie était forcément la bonne. Non, moi, c'est un questionnement qui est tout à fait pertinent, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans tous les cas, il fallait faire ces états généraux, il fallait avoir un audit des réalités, il fallait recueillir tous les avis. On a 18 000 pages aujourd'hui, qui dit 18 000 pages dit vraiment 18 000 pages où on a toutes ces réalités, où tout est écrit, donc ça ne se perd pas. Maintenant, sur ces 3 jours qui sont officiellement annoncé, on aura bien sûr, j'ai envie de dire, des analyses qui vont être faites, mais de façon à prioriser certains aspects, à commencer quelque part en fonction de ce chantier. C'est-à-dire qu'on a ce chantier, où est-ce qu'on commence, quelles sont les urgences, sur quoi est-ce qu'on peut se pencher aujourd'hui selon nos capacités, et après, de toute façon, c'est là, ça ne fuit pas. Le ministère voulait écouter tout le monde. Après, on lui aura reproché à ce ministère-là. Aujourd'hui, on a une base de données. Vous voulez mettre les pieds dans le plat, d'accord, allons-y, mais excusez-moi. Je veux dire que quand en septembre 2021, on ouvre ça et qu'on a aujourd'hui, on est en avril, excusez-moi, je pense que c'est quelques milliards de francs CFA qui ont été engloutis dans tout ça. On va me dire, bon, c'est vrai, c'est pour le pays. Oui, on te dit que c'est un chantier colossal, donc ça vaut. Ouais, je réponds. La fin justifie les moyens. Pour moi, oui, la fin justifie les moyens, mais pour moi, écoutez, on aurait pu choisir des voies aussi qui allaient permettre d'économiser quelques sous pour faire 2-3 clôtures. Non, mais de toute façon, on serait revenu encore au fait d'écouter toutes les parties prenantes. Donc autant les écouter maintenant, dès le départ, et ensuite remonter dans l'échelle. Peut-être que les experts... Du coup, c'est vous qui ne m'écoutez pas. Personne ne dit peut-être que les experts dont vous parlez, par exemple... On peut écouter par le digital. On peut écouter par... Est-ce que quelqu'un qui a Mathia Kwali, là-bas, au fond, là-bas, à faire qui peut forcément s'exprimer? Moi, je pense que tous les moyens ont été utilisés. On peut estimer que c'est déjà important que les gens s'expriment, parce qu'il y a un vrai besoin. On estime qu'il y a des besoins spécifiques dans chaque région, et les gens ont besoin peut-être d'exprimer les besoins spécifiques de leur région. Ça ne répond pas à la question. Parce que vous dites que vous avez des experts qui auraient pu trancher. Sur la base de quoi ces experts trancheraient? Qui auraient décidé à la place des autres. Non, je décide à la place des autres. Je vous explique un contexte. À un moment, il faut écouter un peu la méthodologie de raisonnement. Je vous dis que les experts, in fine, c'est eux qui vont trancher. Là, vrai ou faux? Oui. Très bien. Et donc, pour ça, on aurait pu recueillir les avis des millions d'Ivoiriens par un autre moyen qui est moins coûteux. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que vous en savez? On parle de digitalisation, mais on n'est pas à 100% de digitalisation, de couverture numérique. Déjà, c'est ce que je vois. Quand quelqu'un a fait, comment vous voulez qu'il ait par exemple les mêmes méthodes de digitalisation qu'ici à Abidjan? C'est ce problème qu'on veut régler. Donc il faut aller rencontrer la population. Excusez-moi, celui qui a affaire, il s'appelle le syndicat
de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement, je parle On a de un contexte l'éducation culturel nationale aussi à qui prendre en intervient. compte. C'est pas monsieur Salifou Kébé André, je qui va pense au qu'on- champ, qui André, va je pense Est-ce qu'on que a vous des pouvez vous estimer enseignants, aujourd'hui des que, enseignants. mais justement, Non, à non, Ferké, où il y a M. Skébé, qui n'est pas M. Salifou, Ouais. mais rencontre des problèmes où il y a des classes où il n'y a pas de fenêtres. Non. Est-ce que vous comprenez que... Où il n'y a pas d'électricité, Mais par oui, exemple. par exemple. Oui, mais ça change quoi à ce que je suis en train de vous dire? Mais Puisque vous me dites Non, que non, c'est comme si... l'inspecteur de l'enseignement supérieur, Oui, enfin, je dis pas de vous l'enseignement estimez qu'il a supérieur. tous les moyens. Mais il faut écouter, l'inspecteur de l'éducation nationale qui est à Ferké, Oui. c'est pas le monsieur qui va au champ. Donc même s'il est à Ferké, Oui. il a quand même une ligne téléphonique, il a quand même de l'internet Non. pour pouvoir faire passer le Franchement, message. non, non, non. Mais non, Moi, c'est je pas pense ce que... que tu veux dire. ne Non, pas on ne connaît comprendre ça. pas ces C'est là, réalités. moi, ça fout de la mauvaise foi. franchement, Excusez-moi. non, Brice, c'est pas Ça de la- fout de la mauvaise foi, ce que Non, j'entends. Mais après, Là, vous êtes en train 50% de de me taux de dire Non, pas du couverture tout. Internet, L'inspecteur- Allez, je ne ce suis qui est pas des non, non, importants, pas du vous tout. parlez pas Non, tous non, ensemble, s'il vous plaît. L'éducation nationale Non, qui André, merci, vous parlez pas tous ensemble. n'a pas Vous parlez pas Internet tous ensemble. pour informer l'éducation nationale à Abidjan. Non, Mais vous êtes sérieux, là? Brice, Prendre en compte honnêtement, certaines non, non, réalités honnêtement, culturelles je en pense Côte qu'on a d'Ivoire, voulu où faire... on a besoin Vous d'avoir parlez des tous contacts, ensemble, je bien serai sûr. obligé de mettre fin au on a débat, s'il vous plaît. voulu mettre en place des états généraux, c'est bien pour recueillir tous les avis et avoir Par une tous les forme moyens d'inclusivité et de donner Mais le ça moyen répond. et Non, mais la André, vous parole faites une à proposition, toute mais votre personne. proposition, c'est pas non Quel que plus la soit, si je peux proposition. terminer, Moi, on prend en compte. Brice, si je on peux aurait pu terminer, différemment. Brice, si Non, je en peux fait, terminer, vous vous êtes ce que je suis en entendu, train de peut-être, mais dire, nous, c'est nous, ce que c'est je suis en qui train de Non, mais dire, parce que vous n'écoutez pas. Vous le dites but de aussi vous, ces états généraux, Ah, c'est de d'accord. donner la Écoutez, parole à toutes les personnes, quelles qu'en soient les limites. C'est-à-dire, ce n'est pas de dire, bon, lui, il peut nous appeler, ou bien lui, il peut nous écrire, donc il va juste nous... Non, au contraire, c'est de la bonne foi. On va vers les personnes, on les écoute réellement. Vous savez, Edith le disait, on est dans un contexte culturel où il y a des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'avoir face à eux des gens pour parler. Il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer d'une certaine Exactement. façon. Mais ça Non vous pas dit quoi? d'écrire C'est des hors sujet, en rapports. fait. Ce n'est pas hors sujet. Ce qu'on est en train de Ça, on dire, peut c'est pas vous qu'aujourd'hui, Non, mais Mais c'est tu pas dis tous que les c'est pas canaux, nécessaire selon tous les toi. canaux- Non, t'as dit qu'il y a des réalités Ok, culturelles. tous les ce canaux qu'on va ont faire. été utilisés pour Terminez optimiser en 15 secondes, Ce Réna. que je suis en train de dire, c'est que tous les canaux ont été utilisés pour optimiser ces résultats. Quel que soit ce que ça a coûté, on a 18 000 pages aujourd'hui Ouais. qui nous reflètent la réalité. Du moins, on l'espère, qui nous reflètent la réalité du terrain. On ne va pas s'en plaindre. Merci, Réna. Ah ben si, moi je m'en plains. On s'en va à notre... Que dit la loi? Comme tous les mardis, avec beaucoup de plaisir, nous accueillons dans un autre contexte, beaucoup moins digitalisé, beaucoup moins expertisé de M. André Bois. On reçoit Mélissa Djedje. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Avec votre sourire, ça fait plaisir. Bonsoir, Ce soir, nous évoquons la question du permis de modifier. Oui, Permis de construire, permis de modifier. oui, effectivement. En Tu détail. sais, quand je suis partie sur un sujet, on va dans Tu le décortiques à fond. les différentes C'est ça, catégories. c'est ça. Donc, oui, aujourd'hui, on va voir le permis de modifier. Donc, qu'est-ce que c'est le permis de modifier? Le permis de modifier, c'est effectivement un type de permis de construire. Donc, c'est une autorisation administrative qui est obligatoire pour toute personne qui veut modifier ou rénover un bâtiment. Donc, ça va s'appliquer aux constructions qui sont déjà existantes. Et qu'est-ce que ça va faire, en fait? C'est que l'État, en fait, vient s'assurer que les modifications ou les rénovations qu'on veut faire au bâtiment respectent les règles de sécurité et d'urbanisme. Donc, ce que la loi dit, on dit qu'on va avoir besoin d'un permis de construire, enfin, un permis de modifier, lorsque on veut changer la destination du bâtiment en question, lorsque on veut changer le volume ou qu'on veut changer l'aspect extérieur. Donc, en fait, plus ou moins dans tous les cas. Parce que quand on parle de destination, on va avoir, par exemple, les résidences qu'on va transformer, par exemple, en bureau, par exemple, ça peut être un exemple. Ou encore, on voit ce phénomène, donc les maisons qu'on transforme en restaurants. Ou même, on peut aller les maisons qu'on transforme en lieu de culte. C'est des changements de destination. Et dépendamment de la zone, par exemple, urbaine, on pourrait ne pas avoir le droit. Donc, on pourrait être dans une zone totalement résidentielle et vouloir, par exemple, implémenter en plein milieu de la zone résidentielle, admettons justement le restaurant ou le lieu de culte. Et selon la zone, on pourrait ne pas avoir le droit. Donc, le permis de modifier vient aussi empêcher certaines modifications. Ou bien quand je prends par exemple un quartier de villa basse, à la base, qui a été construit sur la base de l'opération immobilière, que je vois certains voisins qui ont construit R+1, R+2 dans cette zone, il faudrait qu'ils aient un permis de modifier. Effectivement. Okay. Et dans le cas, par exemple, des opérations immobilières, l'opérateur immobilier va laisser normalement un cahier de charge qui permet, en fait, qui va indiquer ce que chacun a le droit de faire et de ne pas faire. Et normalement, dans ce cas-là, le syndic, déjà, serait le premier, normalement, à avertir
le propriétaire, attention, tu ne devrais pas pouvoir construire selon le cahier de charge, par exemple, tu ne devrais pas pouvoir monter d'un étage. Ou si un étage est autorisé, par exemple, tu ne peux pas monter de 2 étages. Et pourquoi c'est important? C'est que quelquefois, on ne se rend pas compte, mais il peut y avoir ce qu'on appelle, par exemple, en droit, une servitude. Donc, c'est quelque chose, on se donne l'obligation de ne pas faire quelque chose en faveur d'un autre terrain. Donc, ça peut être, par exemple, il y a un droit de passage sur notre terrain. Donc, on ne pourrait pas construire pour bloquer ou étendre pour bloquer. Donc, on n'est quelquefois pas au courant de toutes les règles. Et c'est pour ça qu'on demande quelquefois qu'il faut avoir un permis de modifier, parce que non seulement c'est pour s'assurer de la sécurité, mais c'est également pour s'assurer qu'on respecte les règles d'urbanisation. En gros, on ne fait pas ce qu'on veut au mot. Mais moi, j'allais demander justement qui doit s'assurer de demander ce permis de modifier. On peut prendre le cas, par exemple, des locataires et des propriétaires. Moi, je suis locataire, j'ai envie d'étendre, par exemple, j'ai envie de construire un mur. Allez, construire un mur. Et puis, dans mon jardin, par exemple, j'ai demandé à mon propriétaire, il m'a dit oui, tu peux. Alors, il faudrait Est-ce que c'est moi qui demande le permis de modifier ou est-ce que c'est la responsabilité de mon propriétaire? Alors, le maître d'ouvrage va être responsable des travaux. Donc, je te dirais que normalement, c'est toi qui vas devoir demander ou tu demandes à ton propriétaire de demander, mais il faut que vous obteniez une autorisation de modifier pour pouvoir modifier. Parce que, comme je dis, quelquefois, tu pourrais ne même pas avoir le droit parce qu'il y a une règle d'urbanisation qui t'interdit où tu dois garder une zone verte, par exemple. Donc, tu pourrais ne même pas avoir le droit d'étendre où tu veux étendre ou, admettons, tu viens changer quelquefois ou si tu enlèves un mur, par exemple, tu viens changer le volume. Donc, si tu es dans un appartement, si tu es dans un immeuble, ça peut mettre en danger. Ouais. Donc, en fait, c'est la structure de l'immeuble. La structure de l'immeuble. Donc, il faut demander. Normalement, ça prend 21 jours selon le délai, selon la loi. Ils ont travaillé, ils sont à 30 jours. Donc, ça prend juste 21 jours pour s'assurer qu'on est dans les règles. Parce que si on n'est pas dans les règles, il y a des sanctions. Et justement, la question, c'est au niveau du contrôle, parce qu'on en parle souvent ici de cette faille au niveau du contrôle. Il y a des équipes qui sont débauchées, qui sont mises sur place, qui sont chargées de contrôler. Ils sont chargés de contrôler, de s'assurer que les travaux qui sont effectués avec un permis de construire ou un permis de modifier. Mais je veux dire, encore une fois, on va interpeller les uns les autres sur l'essence de la responsabilité. Parce que je veux dire, l'équipe de contrôle ne va pas passer dans chaque chambre pour savoir si quelqu'un a enlevé un mur. Effectivement. C'est votre niveau de civisme et de responsabilité qui fait aujourd'hui qu'on fait de la sensibilisation. Et surtout si il n'y a pas de risque, je veux dire, un accident qui survient, une fuite qui survient au niveau de votre immeuble parce que vous avez fait des travaux, donc il y a des infiltrations. Là, s'il n'y a pas de problème, ok, vous êtes tranquille, mais le jour où il y a un problème, vous êtes dans... Non, comment donc on fait de la sensibilisation, on invite les uns et les autres, et c'est important ce que vous faites ce soir, c'est de la pédagogie, c'est de dire aux uns aux autres, lorsque vous souhaitez modifier quelque chose au niveau de votre maison, de la maison que vous habitez, il faut en référer au propriétaire, qui lui certainement aura l'occasion de vous donner l'autorisation, de vous dire dans quel cadre ça se fait. Mais en plus, ça va jusqu'à... je pense. C'est la personne. Mais il faut déjà informer quelqu'un. Déjà, oui, si vous êtes locataire, dans le cas, c'est le propriétaire. Il faut déjà informer le propriétaire, effectivement. Mais il faut obtenir le permis. Il faut obtenir le permis de modifier parce qu'il peut y avoir des sanctions. Et les sanctions peuvent être graves. Tu peux avoir la démolition, on peut aller en prison. Donc, ça peut aller de 1 mois à 6 mois de prison ou même voire à 12 mois si c'est, par exemple, vous recevez du public. Donc, par exemple, dans les cas de restauration, etc. Donc, ce n'est pas juste en plus d'amende. Donc, ça peut être très lourd de conséquences. Donc, ça prend juste, on a juste 21 jours à attendre. La question que j'allais poser, est-ce qu'il y a une différence de procédure entre le construire et le modifier? Ou bien c'est le même canal? Alors, il faudrait vous rapprocher du guichet du permis de construire. À mon avis, c'est plus ou moins les mêmes règles. Et c'est eux qui délivrent en fait le permis de modifier? Oui. D'accord. Ok. C'était important qu'on ait cette information. Merci Mélissa. Merci Brice. On vous retrouve mardi prochain. Peut-être pour le permis de conduire. À demain. Monsieur Kofi Nguessan, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans notre compagnie sur ce plateau. Bonsoir Monsieur le ministre. Merci d'accepter d'être ce soir sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. On vous en prie. Monsieur le ministre, depuis le 6 avril 2021, vous êtes donc à la tête du ministère, dont je disais, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Lorsque vous arrivez le 6 avril 2021, qu'est-ce que vous constatez? C'est quoi l'état des lieux? L'état des lieux, c'est qu'il faut faire le tour d'abord des établissements et voir les statistiques. Parce que dans l'enseignement technique, on a 67 établissements publics, plus de 585 établissements privés. Et il faut aussi voir la qualité des établissements qu'on trouve. Bon, vous savez, depuis 1960, que certains établissements existent.
Et il y en a qui ont été réhabilités, il y en a d'autres qui n'ont pas été touchés du tout. Et donc, lorsqu'on arrive là, surtout qu'on vient de Yamoussoukro, où on a eu l'appui du gouvernement pour réhabiliter l'établissement, bon, on est un peu dessus parce que la vétusté de certains établissements, l'exemple type, c'est le lycée technique de Cocody, qui était dans un état de délabrement relativement avancé. L'exemple type, c'est le CETI de Makori, vous savez, les écoles. Alors, du coup, il faut avoir un programme, il faut aller rechercher les moyens, il faut commencer par réhabiliter, surtout remettre les élèves et les parents d'élèves en confiance, remettre les enseignants en confiance, remettre aussi tous les acteurs du système en confiance. Je crois que j'insiste sur le mot confiance parce que dans le dispositif, on a près de 5% seulement des jeunes qui sont dans la formation professionnelle. Et donc, comment on renverse la tendance? Il faut créer la confiance. Donc, notre ambition, c'est vraiment de créer la confiance en proposant à nos partenaires et au gouvernement notre vision, et qui est la vision aussi du gouvernement. Rassurez-vous, on aura l'occasion de parler de cette vision. Monsieur le ministre, je vais commencer un peu par un peu de polémique, et puis après, je pense qu'il y a tellement de bonnes choses qu'on pourra en parler. Dans votre état des lieux, vous n'avez pas parlé de l'apprentissage. Donc la question que je me pose, et pourtant l'apprentissage est l'un des secteurs les plus pourvus en Côte d'Ivoire. Il fait partie de la dénomination des ministères d'ailleurs. En plus, donc là, vous avez mademoiselle Colette qui est apprentie dans un salon de coiffure, Salifou dans un atelier de mécanique, et ça, c'est tellement dense que je suis étonné et même surpris que vous n'ayez pas considéré ça dans votre état des lieux. Est-ce que vous ne reproduisez pas justement ce manquement de l'État de Côte d'Ivoire qui a délaissé l'apprentissage pendant des années? Non, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, l'état des lieux porte d'abord sur les infrastructures. D'accord. L'apprentissage, ce sont les programmes qu'on met en place pour recruter et former en fonction des besoins du secteur privé, du secteur productif d'une façon générale. Donc l'apprentissage, vous voyez, la dénomination du ministère, c'est le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Très bien. Et donc le mot apprentissage apparaît. Et donc, mais moi je vous explique la vision. D'accord. La vision, c'est repenser et revaloriser. J'insiste sur les deux mots, repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle, afin de donner à la Côte d'Ivoire et aux jeunes la chance d'étudier dans de bonnes conditions et d'avoir l'émergence. Puisqu'on veut parler d'état des lieux. Mais maintenant, l'apprentissage, c'est quoi? Alors, notre vision repose sur deux axes principaux. Le premier, c'est la création de l'Académie des talents. C'est-à-dire, quand je vous dis Académie des talents, c'est tout un programme. Ouais. Le deuxième axe, c'est l'école de la deuxième chance. On va en parler. Et dans l'école de la deuxième chance, il y a justement l'apprentissage que je pourrais développer tout à l'heure. On aura l'occasion d'en parler, je vous rassure. Madame, vous avez parlé de révalorisation, monsieur le ministre. On sait que dans le but de pouvoir fournir une main-d'œuvre abondante et qualifiée, le gouvernement a décidé de réguler l'enseignement technique et la formation professionnelle. Où en est votre ministère sur cette nouvelle loi concernant l'enseignement technique et professionnel? Et ensuite, quels sont les enjeux majeurs de cette loi? Non, je n'ai pas bien compris la question. Les enjeux majeurs de cette nouvelle loi sur l'enseignement technique et professionnel. Voilà, les enjeux majeurs. Non, les enjeux majeurs. Je crois que quand on parle d'enjeux majeurs, qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? C'est former les jeunes dans de bonnes conditions, avoir les compétences pour certains métiers qui existent. Le constat est simple. Les entreprises ont besoin de recruter. Les entreprises n'ont pas le profil qu'il faut. C'est ça. Nous avons les jeunes. Certains sont diplômés sans emploi. Que faisons-nous? Et donc, il faut qu'on mette en place des programmes adaptés aux besoins des entreprises et avoir le dispositif dans lequel on va former tous ces jeunes. Parce que la formation technique et la formation professionnelle est différente un peu de la formation générale. Parce que vous êtes ici sur des plateaux techniques. Vous avez besoin d'avoir des machines. Vous avez besoin de former les gens à la technique. Vous avez besoin donc d'outils que l'enseignement général n'a pas. Très bien. Monsieur le ministre, on va revenir, moi je pense au premier point. Vous parliez tout à l'heure de l'état des lieux qui concerne les infrastructures. Le lycée technique, vous l'avez dit, n'est plus ce fleuron à la limite qui rivalisait même d'ailleurs avec notre lycée classique. Il va le redevenir bientôt. Il va le redevenir bientôt. Bon, vous êtes en train d'avoir une partie de la réponse. Vous parliez du CETI. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on constate concernant ces établissements? Ils ont été laissés pour compte. Ils sont combien aujourd'hui? Et combien vous espérez aujourd'hui rénover, reprendre en main? Toujours concernant cet état. Et de quels moyens financiers avez-vous besoin pour pouvoir arriver à ce... Oui. Avant même de parler de moyens financiers, l'idée c'est d'abord, quand on a fait l'état des lieux, quels sont nos points forts, quels sont les atouts, quels sont les éléments disponibles, quels sont les appuis que nous allons pouvoir avoir au niveau du gouvernement, au niveau des partenaires techniques et financiers, au niveau même des parents d'élèves qui doivent contribuer. Donc tout à l'heure on parlait du lycée technique. Aujourd'hui, le lycée technique, avec l'appui du gouvernement, est en rénovation. Vraiment, dans quelques mois, vous n'allez peut-être pas reconnaître ce lycée technique. Parce que notre ambition, c'est de créer, de faire du lycée technique un lycée phare, hein, qui permette d'avoir une formation de bonne qualité qui attire et qui inspire confiance. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup l'accent sur ce lycée technique. C'est ça. Et deuxièmement, il y a le lycée technique Cocody, il y a aussi le lycée technique de Yopougon. Non, de Yopougon d'abord. On a 3 lycées techniques. Ouais. Cocody, Yopougon et Boaké. Boaké aussi va être refait entièrement. Parce que c'est dans ces lycées techniques qu'on va voir ce que j'appelle les jeunes talents qui vont penser l'innovation technique et l'innovation technologique pour nous. C'est vrai que je disais, contrairement aux autres lycées, vous n'avez pas de... C'est pas que des beaux bâtiments, on ne va pas refaire que les bâtiments, mais il faut avoir aussi le matériel. Le matériel, c'est le plateau technique qui est important, le plateau à l'intérieur de ces lycées techniques. Sur le lycée technique, c'est justement parce que vous arrivez, parce que vous êtes auréolé de gestion au niveau de l'NCA, de l'INPHB de Amsoukro. L'un des problèmes, justement, c'est que le lycée technique de Boaké a été rénové il n'y a pas bien longtemps. Ça veut dire que si vous le mettez justement au cœur de ce que vous allez faire, ça veut dire qu'il va falloir changer notre méthode de gestion. On en parlait tout à l'heure au niveau des états généraux. Et justement, qu'est-ce que vous allez mettre en place, quand vous allez repenser pour que tous les plateaux techniques s'inscrivent dans un plan quand même assez cohérent pour qu'on ne soit pas au bout de 2 ans en train de tout refaire? Vous avez tout à fait raison. Vous savez, faire la formation professionnelle, la formation technique, c'est relativement différent parce que vous avez besoin d'équipements et d'équipements nouveaux en permanence. Vous avez besoin d'avoir des machines, des outils. Et ces machines sont utilisées de façon régulièrement et certainement pas. Il faut, même les ordinateurs, quand c'est utilisé par les apprentis. Il faut avoir peut-être un modèle économique pour chaque lycée. Ouais. Faire en sorte qu'il y ait au niveau des utilisateurs, au niveau des gestionnaires, au niveau même de ceux qui profitent aussi de notre formation, notamment le secteur productif, que ces personnes ou ces entreprises interviennent dans notre façon de gérer nos lycées. Je crois que la façon de gérer va relativement changer parce qu'on ne pourra pas, je crois que l'État ne pourra pas toujours mettre beaucoup d'argent, je dis bien beaucoup d'argent, parce que vous voyez le lycée technique de Cocody, c'est beaucoup d'argent qu'on va mettre pour d'abord refaire les infrastructures, les bâtiments, pour remettre les machines à l'intérieur, pour les adapter à nos conditions et surtout renouveler en permanence pour que les élèves puissent avoir ces formations en permanence de qualité. Et donc, c'est le mode de gestion qui va peut-être changer pour que tous ceux qui sont les utilisateurs de nos produits puissent aussi contribuer à la gestion de ces lycées et de ces infrastructures. Monsieur le ministre, depuis le début, vous nous parlez donc d'enseignement technique, de formation professionnelle. Dans vos prérogatives, il y a aussi l'apprentissage, comme le soulignait André. Moi, je ne suis pas très satisfaite de la réponse, donc j'aimerais savoir quels sont... est-ce que vous avez un arbre de priorité, par exemple, dans vos actions? Parce qu'on a un peu l'impression que vous êtes vraiment concentré sur tout ce qui est formation professionnelle, enseignement technique, rénovation des bâtisses concernant ces sujets. Mais l'apprentissage, bon, oui, vous nous avez parlé de ces programmes, mais vous n'avez pas l'air tout aussi... on ne sent pas encore ce truc. Oui. Quelles sont vos priorités? Est-ce qu'il y a des priorités qui sont basées, par exemple, sur des statistiques? Ou comment est-ce que vous avez défini ces actions? L'apprentissage fait partie de nos priorités. Parce que l'apprentissage, quand je parle de l'école de la deuxième chance, c'est aussi l'apprentissage. Prenez tous ces jeunes qui sont diplômés sans emploi, tous ces jeunes qui sont déscolarisés, tous ces jeunes qui malheureusement n'ont pas été à l'école. Comment on les insère en activité s'ils n'ont pas appris quelque chose? Donc l'apprentissage fait partie de nos priorités. Aujourd'hui, on a tout un programme qui repose sur 10 établissements et on est en train de recruter. On va former près de 6 000 jeunes apprentis dans différents secteurs d'activité, que ce soit la coiffure, la construction métallique, que ce soit le carrelage, la maçonnerie. On est dans ce système aujourd'hui. Comment former les jeunes de sorte qu'ils puissent avoir la compétence nécessaire et aller sur le marché? Donc l'apprentissage fait partie de nos priorités parce que ces jeunes qui sont en apprentissage aujourd'hui sont relativement nombreux et aujourd'hui ils constituent une force relative. Donc l'apprentissage fait partie, c'est une partie de l'école de la deuxième chance. Je vais vous donner un exemple simple d'apprentissage de formation
de l'école de la deuxième chance. Aujourd'hui, nous sommes avec les sociétés de la grande distribution. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Alors, nous avons recruté des jeunes et en accord avec ces grandes distributions, on a monté un programme. Et nous avons recruté des formateurs, dont des experts aussi de ces grandes distributions, qui les préparent aujourd'hui à certains métiers, la boucherie. Exactement. Et donc, c'est une sorte d'apprentissage. Mais comment ça se fait? 25% de cours théoriques, 75% en entreprise, de pratique. Je crois que c'est ce qu'il faut. 25% de cours théoriques, 75% dans les structures qui vont peut-être les utiliser. Est-ce qu'on a déjà des résultats, des cas de on a 150 qui constituent la première cohorte et que nous sommes en train de tester. On va encore recruter près de 300 dans quelques semaines. Et puis ça va continuer. On va créer aussi, dans le cadre d'un garage école, nous allons monter avec une structure aussi. Il n'en existe pas déjà un garage école qui a été... Non, pour moi, ça n'existe pas encore. Mais dans ce type de garage école, nous allons recruter des jeunes. Nous allons leur donner la formation nécessaire dans le domaine de la mécanique générale, dans le domaine de la peinture auto, dans Monsieur le ministre, restons justement dans cette école de la deuxième chance. Je disais qu'il y avait de bonnes choses, il n'y a pas que des critiques. Mais justement, c'est une très très belle idée. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire avec, je reviens toujours à Pierre, qui lui est justement un propriétaire de garage et qui a chez lui deux jeunes de 12 ans. Et qu'est-ce que lui, justement, comment on va l'insérer dans cette école de la deuxième chance? Parce qu'il donne déjà de la chance. C'est ça que je voulais comprendre un peu. Alors, monsieur le ministre, avec la permission d'André, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on est en train on devait parler de l'école de la deuxième chance avec les détails, on est en train d'en parler sans détails. Est-ce qu'on présente déjà cette école de la deuxième chance à nos téléspectateurs? Et après, on pourrait peut-être revenir à la question. Qu'est-ce que c'est l'école de la deuxième chance? Alors, l'école de la deuxième chance, vous savez, ils sont nombreux, tous ces jeunes, malheureusement, qui ont fait de bonnes formations, mais qui n'ont pas été formés au métier. C'est ça. Et pour lesquels qui n'ont pas eu la chance d'avoir un métier, un poste dans une entreprise ou qui ne peuvent même pas s'installer pour leur propre compte parce qu'ils n'ont pas le savoir-faire, ils n'ont pas ce métier. Donc nous, on crée une école. L'école qu'on crée, c'est qu'on a des métiers qui ne sont pas pourvus. Donc on va mettre un programme en place avec le secteur privé, avec les entreprises qui vont nous dire on a besoin d'avoir tel profil. Et on monte le programme avec ces entreprises, sachant que à partir de cette formation, les entreprises vont les utiliser. Et donc, le programme, il est là. On a les enseignants, les formateurs, qu'ils soient des formateurs permanents ou les formateurs provenant des entreprises. Donc, on forme ces jeunes au métier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a 25% de cours théoriques qu'on a identifiés, 75% en entreprise pour avoir ce savoir-faire, pour acquérir ce savoir-faire. Donc, à la fin de la formation qui va, quelques mois, c'est de courte durée, ça ne va pas excéder 8 mois maximum, ou ça peut durer parce qu'en fonction de ce qu'on veut donner aux jeunes, on va définir la durée de la formation. Donc, une fois que la formation est faite, l'entreprise ou là où le jeune a été inséré, c'est qu'il y a un savoir-faire. Cette personne maintenant peut trouver travail ou s'installer à son propre compte. Ça, c'est l'école de la deuxième chance. Donc, il permet aujourd'hui à des jeunes qui sont diplômés, sans emploi, de revenir à l'école pour être formés à l'emploi. Et ces garagistes, ces propriétaires de menuiserie qui emploient tous ces jeunes-là, quelle est leur place justement dans ce dispositif? Vous avez raison. Souvent, je prends le domaine de la mécanique générale. On a aujourd'hui, certains garagistes ont été formés sur des moteurs qui n'existent même plus. Les moteurs ont changé de forme, c'est des moteurs électroniques aujourd'hui. C'est pour ça que dans les formations, on a la mécatronique, la mécanique et l'électronique. Et donc, on va faire venir tous ces maîtres artisans, comme on les appelle, ces maîtres mécaniciens, on va les former. Et puis, eux, à leur tour, ils vont former encore de nombreux jeunes. Mais comme ils savent déjà faire la mécanique, ils vont s'installer à leur propre compte et ils vont être des employeurs. Mais ils auront la technicité nécessaire. À propos de l'école de la deuxième chance, qui est un projet très intéressant, là, il y a une question. Oui, parce que vous aviez parlé justement de tout ce volet formation et tout ça, mais c'est vrai qu'un des problèmes, c'est la difficulté à s'insérer dans le secteur de l'emploi, tout simplement. Une fois qu'on a été formé et tout, est-ce que vous avez des politiques de facilitation ou d'accompagnement de ces personnes qui ont été formées pour qu'ils puissent justement avoir un emploi? Justement, il y a deux façons. Vous savez, quand vous formez des jeunes à partir d'un programme qui a été défini en accord avec des entreprises qui sont dans le besoin, ces entreprises sont pas obligées, mais proposent des recrutements. Mais la deuxième voie, c'est que si le jeune est bien formé, il peut s'installer à son propre compte. Si on prend le domaine de l'agriculture, par exemple, on a une expérience de l'école de la deuxième chance, ce sont les champs-écoles. C'est créer des écoles modèles, des champs modèles, pour permettre aux jeunes de venir apprendre l'agriculture
et de façon avec la méthode qu'il faut pour qu'ils puissent s'installer pour eux-mêmes à leur propre compte et travailler pour eux-mêmes et quelquefois devenir eux-mêmes des employeurs. Et donc l'idée c'est que dans l'école La Deuxième Chance, il y a plusieurs aspects. Former pour aller dans le secteur productif, former pour travailler pour soi-même. Mais tout dépend aussi du niveau du programme que nous proposons. Parce que tous les jeunes n'ont pas été à l'école. Et quelquefois, ils auront du mal à comprendre l'intensité, les bases qu'il faut. Ouais. Je crois que vous avez tout à fait raison. Mais comment on fait pour attirer les jeunes? Parce qu'on sait que depuis de nombreuses années, c'est plutôt les métiers, je vais être terre à terre, dans les bureaux qui ont été valorisés, qui continuent d'être valorisés. Et même quand on dit école de la deuxième chance, ça veut dire, OK, on n'a pas réussi ici, ou on n'a pas réussi à trouver du travail ici. Donc on vient dans cette école de la deuxième chance pour essayer quand même de pouvoir être repêché. Si mais comment on rend glamour, c'est ça en fait. Si mon fils veut me dire, papa, j'ai envie de devenir ébéniste, menuisier. Il faut qu'on se parle, mon fils. Alors qu'en Europe, alors que c'est un métier qui... Si je termine, alors qu'en Europe, ce sont des métiers qui sont valorisés. Il y a le concours du meilleur artisan de France, et c'est des métiers surtout dans lesquels le luxe, l'industrie du luxe, comment on les intéresse le maximum. Comment on les intéresse? Mais vous avez raison. C'est pour ça que dans notre vision, il y a deux mots: repenser, revaloriser. Vous avez tout à fait raison. Il y a des parents qui pensent que devenir maçon, devenir aujourd'hui menuisier, devenir carreleur, c'est parce qu'on a échoué ailleurs. Mais ce sont des métiers pour lesquels on recherche aujourd'hui. Il y a des entreprises avec lesquelles nous sommes en train de discuter qui ont besoin de carreleurs parce qu'on n'en a pas sur le marché. On a des entreprises aujourd'hui qui ont besoin de maçons. On n'en a pas, on va chercher dans la sous-région. On a des postes aujourd'hui de conducteurs d'engins. Même de soudeurs. Même de soudeurs. Justement, on va créer une école de soudure avec des partenaires, mais on n'en a pas sur le marché. Et donc aujourd'hui, c'est comment vous intéresser ces jeunes. Il y a plusieurs techniques. C'est pour ça que dans le système que nous mettons en place, il y a le rôle du psychologue qui est relativement important, qui explique qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça. Qu'est-ce que vous ne gagnez pas en ne venant pas faire l'école La Deuxième Chance, en ne faisant pas la requalification. Je crois que c'est expliqué aujourd'hui, mais je suis confiant parce qu'il y a quelques années, est-ce qu'on pourrait imaginer que des Ivoiriens auraient pu être des agents de sécurité? Aujourd'hui, ils sont dans des sociétés qui les emploient comme agents de sécurité parce que peut-être on leur a expliqué, parce que ces sociétés aussi s'occupent de ces personnes. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de revaloriser ces métiers qui... Très bien. Là-dessus, oui, monsieur, vous faites bien d'aborder cet aspect des agents de sécurité. Justement, dans votre plan, il y a cette redynamisation du comité paritaire de pilotage. Et c'est là où c'est important. Il faut convaincre les parents, mais il faut convaincre aussi tous les autres acteurs qui, parfois, justement, tirent les salaires vers le bas, face à des métiers où il y a beaucoup de talent, vous le dites dans vos documents. Comment on fait, justement, pour convaincre, justement, tous ces partenaires-là, en redynamisant justement toutes ces structures? Comment on fait finalement? Quelle sera la méthode? Parce qu'encore, monsieur le ministre, c'est pas qu'on n'a pas envie de devenir vigile, on n'a pas envie d'être dans la sécurité. Moi, c'est dit, c'est dans la sécurité, vous touchez 15 000. Donc, du coup, ça n'a plus envie de... C'est plus vraiment parce que ça nous intéresse. Oui, mais je pense que lorsqu'il y a... Vous avez un bon profil, et vous avez une technicité, vous avez une compétence, les personnes que vous employez reconnaissent ou reconnaîtront. Et puis, il y a la loi, il y a quand même des dispositions. Oui, quand même, l'État prend des dispositions pour qu'il y ait un minimum qu'on puisse payer aux personnes qui ont un certain niveau de qualification. Donc ça, c'est des dispositions qui existent. Mais notre rôle aujourd'hui, c'est d'assurer la formation de qualité dans de bonnes conditions pour qu'il y ait la confiance dans les individus eux-mêmes. Et puis, il faut aussi que les employeurs qui contribuent aussi à la formation puissent se dire, maintenant sur le marché, on a tel profil. Mais même s'il n'y a pas ça au niveau des entreprises, ce que nous envisageons de créer, c'est aussi une plateforme de compétences. Vous êtes un certain nombre de plombiers, de menuisiers, vous êtes sur une plateforme, quelqu'un a besoin d'un plombier, Dieu seul sait la valeur de ces personnes lorsqu'on a une tuyau qui est cassée à la maison. Comment vous faites pour trouver ces gens? On va aller sur une plateforme et puis on va demander, le plombier il est bon, il va coûter tant. On a un plombier professionnel qui... On va coûter tant. Donc vraiment cette plateforme va permettre à ceux qui ont ces compétences de s'inscrire, aux entreprises aussi de s'inscrire sur la plateforme pour dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Quand vous allez mettre tout ça en synergie, probablement ceux qui ont la compétence vont pouvoir trouver le travail dans les entreprises qui sont aussi
en train de demander des Oui, choses. mais monsieur le ministre, moi je voulais savoir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse parce que ce sont les plus concernés généralement par tout ce qui est formation et tout ça, mais les femmes, parce que c'est vrai qu'on est à une époque quand même où les femmes aujourd'hui ont envie d'entrer dans des milieux professionnels. On sait que certaines n'ont pas toujours le niveau et quand on parle d'apprentissage, il y a pas mal de métiers de femmes, on parle de la coiffure et tout ça. Quelle est déjà la place de la femme dans ce programme? Ce n'est pas que des métiers de femmes. Oui, Oui. non. Vous savez, on fait une bonne place aujourd'hui. C'est vrai que vous avez tout à fait raison. Lorsque vous regardez les statistiques au niveau de l'enseignement technique et professionnel, la population féminine est beaucoup plus dans le secteur tertiaire. Elle n'est pas dans le secteur industriel où il y a à peu près 20% seulement. Mais l'idée, c'est de valoriser ces secteurs et d'expliquer aux jeunes filles quelle pourrait être leur place si elles viennent dans ce Mais est-ce que secteur. déjà, dans les formations que vous mettez en place, vous recevez des femmes? Est-ce qu'il y en a assez? Aujourd'hui, les formations que nous sommes en train de mettre en place, aujourd'hui, on ne fait pas de distinction entre les filles et les garçons. Est-ce qu'il y a un réel engouement de la part des est-ce qu'il y femmes a pour un les engouement métiers de la dans le part des femmes? secteur? Ou est-ce qu'il faut aller les chercher? Non, on ne va pas les chercher. Parce que la population est là. Hein. Ces jeunes gens et ces jeunes filles ont besoin de travail. Donc lorsque vous ouvrez, comme ce que nous venons de faire pour la grande distribution, on attend les candidatures. Elles s'inscrivent parce qu'elles ont besoin d'être formées. Moi, je vous raconte une petite histoire. Lorsqu'on est parti à l'ouverture de la session, il y a une jeune fille qui est venue me voir et me dit, mais monsieur le ministre, est-ce qu'on va être formé et puis je vais retourner à la maison? Je lui dis non. Vous allez être formé, mais vous allez travailler maintenant en entreprise parce que les entreprises vont vous former, vont vous recruter. Est-ce que pour revenir sur l'apprentissage, je vais rester un peu sur la question un peu légale. Ailleurs, justement, l'apprentissage est une vraie politique nationale, notamment avec les entreprises. On va vous dire, si vous prenez un apprenti justement dans une entreprise X industrielle, ça va vous valoir justement un dégrèvement d'impôts, des choses comme ça. Est-ce que cette taxe-là, justement, sera explorée pour que plein d'entreprises, on a un tissu industriel qui n'est pas le plus important, mais qui est quand même énorme, est-ce qu'on va utiliser cet outil pour favoriser justement l'apprentissage dans les grandes entreprises aussi Sachant que, par exemple, pour les entreprises déjà existantes, il y a une exonération de 25 000 francs par stagiaire, par exemple. Donc, ça peut accompagner cette politique. Mais je crois que vous avez raison. Moi, je prends des pays d'Europe occidentale. C'est une culture des entreprises de pouvoir recruter des apprentis, de les former et au besoin de les garder. Cette culture va s'installer progressivement dans notre pays, sur notre continent, parce que les entreprises ont besoin d'avoir des personnels qualifiés. Je crois que vous avez tout à fait raison. Nous allons entreprendre des discussions avec le secteur privé, avec les entreprises, pour que progressivement, ces entreprises qui, par ailleurs, cotisent au Fonds du développement de la formation professionnelle, puissent aujourd'hui recruter des jeunes, les former et au besoin les garder si possible. Je crois que vous avez tout à fait raison. Monsieur le ministre, quand vous partiez au travail ce matin, dans votre voiture, ou en venant à la télé ce soir, vous avez certainement vu tout au long du chemin, où vous apercevez des jeunes aujourd'hui qui se posent des questions, des jeunes qui se débrouillent un peu ça et là. Est-ce que ces personnes-là, pour ces jeunes-là aujourd'hui, peuvent s'attendre à quelque chose de votre part en termes de perspective? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est même pas... Vous savez, lorsque vous allez dans des quartiers relativement peuplés comme à Bobo ou à Yopougon, vous voyez tous ces jeunes à certaines heures de la journée, ces jeunes qui sont regroupés, qui se cherchent, comme on dit ici. Hein. Notre ambition, c'est de trouver des programmes en apprentissage, des programmes de la deuxième chance, des programmes dans le cadre de notre champ école, des programmes dans le cadre de notre garage école, pour que ces jeunes soient convaincus et qu'ils viennent apprendre un métier. Moi, je rentre aujourd'hui d'une mission dans le Grand Est de la France. J'avoue que j'ai compris ce que l'école de la deuxième chance a apporté aux jeunes. Les recruter, les former au métier et les placer dans les entreprises ou leur permettre d'avoir leurs propres entreprises. Parce que dans l'école de la deuxième chance, un élément sur lequel on n'a pas encore discuté, c'est le module de l'entrepreneuriat. Former les jeunes entrepreneurs pour qu'eux-mêmes puissent s'installer à leur propre compte. Donc vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on voit ces milliers de jeunes aujourd'hui qui ne font rien, nous sommes interpellés. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on agisse très rapidement, très vite. C'est pour ça que notre plan, c'est dans les mois à venir, c'est de mettre en place cette école de la deuxième chance, mais aussi éviter que l'école de la deuxième chance soit le refuge de nombreux jeunes encore diplômés sans emploi. Donc il faut créer l'école de la première chance. L'école de la première chance, c'est ce que nous avons appelé l'Académie des talents. C'est-à-dire avoir des structures de formation organisées, bien gérées, avec des programmes adaptés, des plateaux techniques relativement bons, des enseignants motivés qu'on va faire, qui vont avoir leurs compétences améliorées. Et donc, vous allez avoir, lorsque vous sortez d'une grande école, d'une bonne école, que se passe-t-il? L'entreprise que vous cherchez,
Ça, c'est l'école de la première chance. C'est ce que nous visons aujourd'hui. C'est juste une petite question sur cette école de la première chance. Est-ce que la question de l'orientation dès la 3e, ça fait partie justement de cette réflexion-là, de détection de talent? Parce qu'un jeune de 3e, il peut avoir déjà un talent pour la menuiserie. Est-ce que ça, rapidement, pour ne pas me faire taper sur les doigts, ça fait partie justement de cette réflexion? Oui, vous savez, pour venir au lycée technique, on a eu la journée de l'orientation le 7 avril. Oui. Il faut finir la classe de 3e fois le BBC. Puis, aujourd'hui, je ne vous cache pas, on va même les chercher, on fait les démarches. Ouais. Parce que ces étudiants, ces élèves n'ont pas encore confié dans notre système. Mais dans quelques mois, lorsque nous allons voir des lycées techniques rénovés, avec des plateaux techniques améliorés, des enseignants performants, on ne va même plus aller les chercher, ils viendront d'eux-mêmes. Tout dépend des infrastructures. Tout dépend aujourd'hui. Oui. Il faut que l'école attire, il faut que l'école soit attractif, c'est ça. Il faut que ce soit attractif. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que le président de la République aujourd'hui nous donne les moyens. Si vous voyez le lycée technique, pour ne pas dire le lycée technique Cocody, vous voyez le lycée technique de Yopougon, vous voyez le lycée professionnel commercial de Yopougon, vous allez voir que tous ces établissements ont changé d'aspect. Parce qu'il faut créer les conditions pour que les jeunes viennent et que les jeunes aient confiance. Il faut aussi créer les conditions pour que les entreprises qui vous accompagnent viennent. Les entreprises vont venir chercher les élèves parce qu'ils seront bien formés. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de voir. Et dans quelques valoriser le savoir-faire. Valoriser le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-faire faire. Exactement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir été en notre compagnie. Lorsque nous préparions cette émission, nous sommes allés très loin. On nous a dit que votre première démarche, ça a été de choisir une feuille avec un stylo pour écrire votre vision. Vous avez l'impression qu'elle est en train de se mettre en place, la vision pour l'enseignement professionnel? Je crois que la vision pour la formation professionnelle, c'est comme je dis, c'est 2 mots. Hein. C'est repenser, revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et culturel en vue de soutenir aussi l'émergence de notre pays. Je crois que ça va se faire à l'horizon 2030, les choses vont changer. Monsieur Kofi Nguessan, vous étiez en notre compagnie ce soir. Je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Ça a été un vrai bonheur de vous avoir sur notre plateau. Nous vous donnons rendez-vous demain, ici même, pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.